Moutier. Salut Gérald, Salut Julien, ça va? ça va très très bien, je suis très content de t'avoir sur le podcast, bienvenue. Ben, pareillement, merci beaucoup de m'accueillir. Bon, je vais te présenter directement comme je l'aurais fait quand je parle de toi un petit peu autour de moi. Donc Gérald, c'est le bulldozer de l'entrepreneuriat et de l'infoprenariat selon moi. Je suis très content de vous présenter mon bulldozer qui est en plus bordelais, hein. Donc voilà. T'es papa de deux enfants, t'as 33 ans, t'as développé, si je me trompe pas, un programme qui s'appelle l'incubateur et qui a dû avoir un peu plus de 6000 personnes, je crois, aujourd'hui. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, tu te diversifies, ou en tout cas, tu te développes sur un autre pan d'activité. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bah avec plaisir. Bah déjà t'as déjà bien fait mon état civil, donc déjà, ça c'est déjà pas mal, ça c'est fait. Ouais, donc du coup, bah, j'accompagne des entrepreneurs, hein, comme beaucoup de monde dans les podcasts et toute cette sphère de créateurs. Et du coup, j'accompagne de deux manières à travers l'incubateur entreprendre dont tu parlais. Donc c'est vraiment une formation pour accompagner les gens à lancer leur business, de l'idée ou de l'envie d'entreprendre jusqu'à la première vente. Et il y a un deuxième programme qui s'appelle Neosis, dont le site c'est neosis.co. Et là, l'idée, c'est plus d'accompagner des entrepreneurs plus avancés, qui ont déjà fait la phase go-to-market, qui ont déjà fait leur première vente, et d'aller sur la phase d'accélération, et notamment à travers une chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est le positionnement. Voilà, parce que quand on s'adresse à son premier cercle, notre positionnement, il est attribué un petit peu d'office, mais quand on veut aller plus loin et qu'on veut aller rencontrer des gens qui ne nous connaissent pas encore et on veut aller leur vendre des services ou des produits, bah, il faut créer un personnage. Et c'est là-dessus que je bosse à travers Neosis. Et voilà. Et donc le format, c'est un mastermind et des sessions de consulting en individuel avec moi. Voilà. Ok. En termes de résultats, tu peux parler un petit peu de tes résultats, tes résultats? Ouais, alors l'an dernier, on a fait une année record, le double de ce qu'on fait d'habitude. On a fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, en sachant que 80% de ce chiffre-là est sur l'incubateur, donc vraiment sur la phase go-to-market, voilà, le fameux programme pour les gens qui démarrent. Donc voilà, sinon notre rythme sur les 3 dernières années, c'était environ 6 millions d'euros par an, avec à peu près 2 millions de résultats chaque année. Et donc voilà. Et là, cette année, on va plus revenir sur quelque chose de plus normal pour nous. On sera plus aux alentours de 5-6. Voilà. De toute façon, à chaque fois qu'on développe une activité, enfin, moi, j'accepte de perdre un peu de chiffre d'affaires et de performance au profit d'une nouvelle unité de business, quoi. Ok, bon, je pense qu'on va aller sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux juste aussi présenter un petit peu ton parcours rapidement de où est-ce que tu es parti et là jusqu'à Ouais, aujourd'hui? carrément, avec plaisir. Bah, du coup, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 19 ans, en même temps que l'école d'ingé. J'ai eu la chance en fait de pas avoir trop de contraintes financières en étant gamin parce que je jouais au rugby et j'ai eu un appart avec le club, j'étais quand même pas mal pris en charge par le rugby. Et donc ça marchait plutôt bien, donc j'ai pu faire mon école d'ingé et puis au final j'ai vu que bah, j'avais pas spécialement envie de continuer là-dedans, donc j'ai un parcours de développeur web au départ, une formation de développeur. Et donc j'ai développé au départ j'ai fait du freelancing comme beaucoup de gens dans ma situation. Et du coup, bah, suite à ça, j'ai développé des muses. Je suis un grand passionné par les muses. Donc les muses, c'est des business en automatique, c'est des revenus passifs. Et donc quand on code, en fait c'est hyper bien parce qu'on peut développer des services qui vont se livrer automatiquement. Et donc voilà. Donc j'ai développé des muses, donc la partie technique. J'ai dû, pour en faire un business, comprendre un peu le marketing. Ça m'a passionné et je me suis retrouvé de projet en projet, de manière un petit peu chaotique et d'opportunité en opportunité à faire du e-commerce. Donc voilà. Le e-commerce, c'est une anti-muse, hein, parce qu'il faut énormément de compétences de personnes et de temps passé pour faire du e-commerce. C'est un gros travail de service après-vente, etc. Et donc, je me suis retrouvé à faire du e-commerce. J'ai fait ça pendant 4 ans. Ça a super bien marché. Et puis après, la fameuse crise de la trentaine avec une recherche un peu de sens, parce que bon, le e-commerce, j'étais le roi du monde de la gamelle pour chat, donc voilà, j'ai vendu beaucoup de gamelles pour chat. Si tu veux, c'est pas hyper passionnant comme business, c'est un peu le truc boring, et alors voilà, ça faisait des sous. Mais en gros, ça me comblait pas. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Mais en fait, je suis bon en implémentation, il faut que j'en fasse quelque chose. J'ai eu l'opportunité de faire des accompagnements au départ complètement gratuits. Puis ensuite, j'en ai fait mon activité principale. Voilà. Ok. Est-ce que tu
je t'entends souvent en parler, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Tu peux juste repréciser le concept de muse, pourquoi on appelle ça une muse et en gros rapidement en quoi ça consiste. Ouais, clairement. Bah alors, ouais, en plus, c'est un des sujets sur lequel on m'interroge le plus, tu vois, alors que c'est le truc le plus, comment dire, le plus, pas secret, mais le moins, où il y a le moins d'intérêt pour communiquer. Enfin, en gros, j'ai rien à vendre à personne, donc, mais voilà, mais c'est hyper intéressant. Pour moi, les muses, tout le monde devrait en avoir une, d'une manière ou d'une autre, que ce soit une muse digitale ou des appartements en location ou des trucs comme ça, en tout cas des revenus passifs. Je pense que ça serait hyper intéressant d'avoir ça. En gros, le principe d'une muse, alors ça a été vachement documenté par Tim Ferriss. Donc l'idée, c'est en fait d'avoir un business qui tourne tout seul et sans nous. Il y a un gros effort à faire au départ pour trouver la niche, pour trouver la thématique, trouver le modèle, c'est-à-dire la façon dont on va acquérir des clients et la façon dont on va les convertir. Très souvent derrière une muse, très souvent, hein, c'est pas une obligation, mais ça marche souvent par un système d'abonnement, donc on a des revenus récurrents. Et donc il y a un gros effort au départ pour créer tout ça, créer ce système, créer le système marketing et créer le produit. Et ensuite, ça fait des revenus récurrents. On délègue la partie SAB, service client, et puis ensuite on fait une fois par mois la compta. C'est à peu près ça le rythme de travail d'une muse. Et en fait, l'idée, c'est de backer ses revenus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des millions avec des muses normalement. Normalement, on back son lifestyle, on back son D'accord. coût, voilà, son cash burn mensuel perso. Et donc voilà, si ça fait des millions, c'est bien, mais c'est pas l'objectif d'une muse, parce que une muse, plus elle grossit, plus elle va générer également elle va avoir besoin d'attention, il va forcément y avoir des problèmes liés au volume, et donc voilà, c'est un juste milieu à trouver entre le volume d'argent et les sujets qu'on veut, voilà, et l'implication qu'on veut mettre dans ces muses-là. Donc voilà, si on est bon en immobilier, qu'on arrive à se dégager 1000 balles tous les mois de cash flow avec un immeuble de rapport ou je sais pas quoi, bah c'est pas une muse digitale, mais c'est une rente. Et en fait, voilà, la muse, en fait, je viens de le dire, c'est une rente digitale, ni plus ni moins. Voilà. Et en fait, du coup, cette rente-là te permet de, comme tu l'as dit, donc de backup ton lifestyle et donc ce qui te sécurise peut-être à la fois, entre guillemets, financièrement et Et mentalement. mentalement, ouais, mentalement Voilà. de ouf, ouais. Et donc, du coup, ça développe et ça libère la créativité pour aller Et- chercher et développer d'autres choses. Exactement. Pendant que tu penses pas à tes revenus alimentaires, en fait, bah, tu es beaucoup plus créatif. C'est normal, t'es pas dans une situation de manque ou de peur, logiquement, voilà. Mais comme je te le disais tout à l'heure, le risque là-dedans, c'est que ça a pas de sens. Très souvent, moi, je recommande de faire des muses pour lesquelles on n'a pas d'attache émotionnelle. Si par exemple, je sais pas, je suis expert dans le vin, je vais pas monter une muse dans le monde de l'œnologie. Ça a pas de sens parce qu'en fait, je vais pas avoir le détachement émotionnel nécessaire pour développer des choses. Moi, j'ai lancé un business j'ai lancé une boutique avec beaucoup de produits de type animaux, tu vois, enfin, tu sais, d'animalerie, accessoires pour animaux. Euh, on a fait 750 000 balles de gamelles pour chats, de chiffre d'affaires. J'avais pas de chat, tu vois, je m'en foutais des chats. Donc en fait, j'avais aucune attache par rapport à ça. J'ai une muse qui tourne depuis des années, depuis presque 10 ans, à peu près 10 ans. C'est sur l'infidélité. C'est un infoproduit, c'est un système sur l'infidélité, tu vois. Alors que je suis pas passionné particulièrement par l'infidélité, tu vois. Et donc en fait, il faut vraiment accepter un détachement total. Et donc, au bout d'un moment, on se retrouve un petit peu en quête de sens. Quoi. De sens, ouais. Voilà, ça fait de l'argent, on n'a pas de problème financier, ça tourne, on a de la visibilité sur les revenus parce qu'on a un système à abonnement et on sait que tous les mois, on perd X abonnés, mais par l'acquisition, on va en gagner Y. Donc, du coup, ben, on sait à peu près comment, voilà, la prédictibilité de nos revenus. Mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Ça me fait aller sur un point que je voulais aborder. Alors, je t'ai présenté au début justement comme le bulldozer. Moi, depuis que je te connais, et la première image que j'ai eue de toi, justement, ça a été vraiment ce côté mec qui rentre dans le tas et qui va très vite. Quand on s'était rencontrés à l'époque, j'étais justement énormément dans l'affect en ce qui concerne le business sur lequel on avait échangé au début. Et je me souviens en fait d'un truc que tu m'avais dit quand on échangeait autour d'un café. C'était dès que tu commences à tomber amoureux de ton business, t'es mort. Donc, ce qui est challengeant quand c'est ton propre business et en plus quand t'es sûrement solopreneur et quand tu vois, au départ, en fait, ce que tu vends, c'est toi. Comment tu fais ou qu'est-ce que tu dis à quelqu'un justement qui se vend lui en fait, surtout quand c'est de la prestation de service et qu'en fait il va vendre son temps et, et son expérience pour justement avoir ce détachement émotionnel pour ne pas en fait tomber dans les écueils que ça peut provoquer.
Mm. En fait, je pense qu'il y a deux points. Le premier, c'est il faut pas tomber amoureux du business, mais il faut tomber amoureux de la chose que ça peut te produire, de ce que ça va te permettre d'obtenir et de ce que ça va te permettre de construire en relation avec ta vision. Ça, c'est hyper important. Tu vois, moi aujourd'hui, je fais du conseil. Peut-être que demain, je ferai plus de conseils, mais je ferai de l'investissement. Peut-être que j'investirai, au lieu d'investir mon temps, j'investirai de l'argent chez mes clients. Mais ça sert la vision long terme. Donc en fait, il faut tomber amoureux d'une certaine partie, mais si on tombe amoureux du business, moi je suis pas passionné par le fait de faire des zooms. Ce qui m'intéresse en fait, c'est d'avoir des gens, de construire une relation avec des gens, de les aider sur leur business et potentiellement de pouvoir prendre des participations chez eux. C'est ça qui me passionne. Mais c'est pas le fait de faire des zooms avec eux et de leur dire voilà, pour bien vendre un truc, tu dois le faire de telle manière, pour bien marketer un truc, tu dois le faire de telle manière. Donc en fait, il faut pas tomber amoureux de l'opérationnel, mais de l'impact que ça peut avoir. Ça c'est le point. Et ensuite, quand on se vend à soi, entre guillemets, on vend nos services, la personne, elle va pas dire non à l'interlocuteur, elle va pas dire non au vendeur, elle va dire non à la promesse. Mm. Si là aujourd'hui tu me promets d'améliorer mon système de vente, parce que je sais que tu es bon là-dedans et que c'est ce que tu proposes, etc., et que du coup on est amené à discuter de ça, tu me le proposes et l'offre ne me convient pas, le système ne me convient pas, c'est à ça que je dis non. C'est pas à Julien ou à Bernard ou à je sais pas qui. Et donc en fait, ça il faut l'accepter. Et, et donc il faut se méfier aussi des excès d'orgueil et les excès de joie quand on fait des super lancements. Je fais un lancement à 200 000 balles. Ouais, ok, j'ai fait un webinaire, j'ai fait 200 000 balles dans mon webi. Waouh, c'est génial, 200 000 euros, c'est énorme. Ok, très bien. Donc je suis une énorme machine. Et ensuite, le lendemain, j'ai un problème dans mes emails. Je passe en spam, je fais plus une vente. Je suis pas le dernier des derniers en fait. C'est juste normal. C'est normal d'avoir des moments des moments où on est bien, des moments où on n'est pas bien. Et en fait, il faut aussi l'examen. Mais en fait, le business c'est une chose, c'est une entité, mais ça n'est pas nous en fait. C'est pas à nous qu'on dit non quand on nous refuse une Ouais, vente. d'avoir vraiment ce détachement sur voilà, sur le retour du marché. C'est vrai que ça peut être dur pour certains en se disant, bah, en fait, c'est moi qui l'attaque, c'est moi, enfin, c'est moi personnellement. Non, du coup, en effet, c'est business. À la limite, la seule question, pour un peu challenger ce que je viens de dire, la seule question qu'il faut se poser quand une personne nous dit non, c'est est-ce que la personne m'a dit non parce que je ne lui ai pas assez amené de confiance. À la limite, c'est le seul truc qu'on peut se dire. Et donc la confiance, c'est la confiance sur l'exécution ou la confiance sur le sérieux. Voilà, l'autorité ou la confiance. C'est la seule question, c'est la seule question qu'il faut se poser. Et c'est sain de se le poser, et il faudrait se le poser continuellement. Et ça évitera aussi d'avoir le syndrome les autres c'est des cons aussi. Parce qu'il y a aussi des gens voilà, qui ont tellement d'amour pour eux et pour leur projet que ceux qui n'adhèrent pas au projet sont forcément des gens qui ne comprennent rien à la vie. Et donc ça, il faut aussi éviter ce truc. C'est le pendant de ce syndrome où on a beaucoup d'affect pour le projet. Du coup, avec toutes les personnes que tu as pu accompagner, tu as des niveaux qui sont quand même très larges. J'ai l'impression qu'il y a un gap, tu vois, entre celui qui va faire ses premières ventes et le mec qui va aller chercher ou qui fait déjà peut-être un ou plusieurs millions par an. C'est quoi peut-être les erreurs les plus flagrantes justement que tu peux rencontrer et qui empêchent une personne aujourd'hui d'aller faire des ventes ou en tout cas de développer son activité? Alors, moi, j'identifie. En fait, il y a une phrase, je ne sais pas de qui elle est, mais du coup, je la ressors souvent. C'est en fait, ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas forcément là-bas. Donc, en gros, cette phrase, si je la résume, c'est qu'au départ, quand on lance son business, on va aller euh, consulter son premier cercle, les gens qui nous connaissent, les gens qui nous identifient. Donc, en fait, voilà, les gens qui comprennent ce que l'on fait. Et là, on a un positionnement qui est de fait. Voilà. Par exemple, tu vois, je sais pas, on se connaît, je sais pas, on se croise au CrossFit depuis 2 ans. Je sais à peu près qui t'es, je sais à peu près le niveau de, voilà, je te cerne un petit peu. Le jour où j'ai besoin de te demander un truc, ben, en fait, t'as pas le même travail de positionnement à faire parce qu'en fait, je m'en suis déjà fait un d'office sur toi, un positionnement. Et donc, forcément, là, la vente, elle va être, on va vendre l'outcome, on va vendre la promesse, mais il n'y a pas tout ce travail de confiance à créer. Et très souvent, l'erreur, c'est que quand on a consulté tout son premier cercle, le premier cercle, c'est notamment nos communautés respectives sur les réseaux sociaux, etc., les gens qui nous connaissent et également les gens qui nous sont recommandés. Ça, c'est le premier cercle. Et je pense que l'erreur, c'est de vouloir utiliser les mêmes stratégies, les mêmes verbatims, les mêmes séquences avec des gens qui ne nous connaissent pas. Nous, par exemple, on se connaît depuis 3-4 ans. Je ne vais pas te parler à toi comme je parlerai au mec que je vais croiser tout à l'heure dans la rue en sortant de chez moi que j'ai jamais vu. C'est évident. Bah, en fait, l'erreur, je pense souvent, c'est qu'on veut vendre de la même manière. On veut vendre avant de créer la relation.
Et donc moi, c'est ce que j'identifie très souvent dans mon groupe en tout cas. Je sais pas si c'est universel, mais très souvent, c'est ce que j'identifie dans chez mes clients. Chose qui est importante de créer la relation et qui se retrouve aussi dans la partie sales. Au final, si tu veux vraiment avoir un bon call ou en tout cas un bon entretien de vente, s'il n'y a pas cette relation qui est créée, aussi tu vas avoir du mal à aller travailler ton lead différemment. Est-ce que, là on en vient sur la partie sales, à partir de quel moment selon toi c'est pertinent de s'entourer ou de s'épauler de commerciaux ou de closers? Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que toi qui es dans le plutôt axé sur le marketing, justement, tu mets en place tout un tas d'approches et d'éléments qui facilitent en fait la vente, Mhm. voire le passage à l'action du prospect, sans qu'il y ait besoin d'ajouter derrière des Ouais, closers, parce que de ce que je comprends un petit peu de ta manière, c'est plus c'est simple, mieux c'est. ouais. Et donc du coup, on va essayer de limiter un petit peu, je pense, les canaux. Donc Mm. justement, à partir de quel moment ça devient pertinent de mettre un pôle vente en place ou d'avoir des closers? Alors, je pense que déjà la première phase, même si on est débordé, qu'on a plein de business, plein de succès, peu importe, quand on lance, quand on lance une offre, je pense que c'est très important que les gens qui s'occupent du marketing, de la constitution de l'offre, etc., et peut-être le dirigeant, même s'il est successful, ces gens-là doivent prendre quand même quelques calls au départ pour capter des signaux. Je pense que c'est indispensable. Je ne pense pas qu'il faut déléguer de suite. Je pense que les premières semaines, il faut capter des signaux. Ou alors, si c'est délégué, il faut être extrêmement bon sur le feedback. Et non pas chercher à vendre au départ, mais chercher surtout à apprendre. À apprendre des trucs qui nous ont pas. Les gens qui convertissent, on s'en fout presque. Parce que le plus gros segment, sauf si vraiment on a une offre de ouf, mais j'ai jamais croisé ça, le plus gros segment optimisé, c'est les gens qui ne convertissent pas. Et c'est avec eux qu'il faut discuter. Et trop souvent, moi je le vois, il y a des débriefs sur ce qui a été vendu, mais il n'y a pas de débrief sur ce qui n'a pas été vendu. Et en fait, c'est hyper dommage. Et limite, il faudrait trouver un système pour arriver à discuter avec les gens qui ont vu notre pub et qui n'ont pas cliqué. Bon, c'est pas possible parce qu'on n'a pas réussi à les capter. Mais si on avait ce niveau, tu t'imagines, ça serait absolument génial. Et donc, je pense qu'au départ, l'équipe, donc du coup, je transforme un peu ta question, je la travestis un peu. L'équipe, au départ, doit vraiment s'investir sur de la recherche et dans des conditions de vente réelles. Le sondage, le Google Form qu'on envoie sur un groupe Facebook ou sur son LinkedIn, en mode, ça, j'y crois pas du tout, hein. Moi, je pense qu'il faut se mettre en situation de guerre, en mode sparring, et du coup, on essaie réellement de vendre son offre, on voit ce qui va pas et on itère, et ensuite, à ce moment-là, une fois qu'on a un système qui est délégable, ben, je pense que il faut ensuite passer au closer. Moi, je pense, alors c'est pas mon métier le closing, hein, le closer, le sales ou on l'appelle comme on veut, hein. C'est pas mon métier, mais je sais que la perf, elle est dans le follow-up. On parlait tout à l'heure de faire une relation, de créer une relation. Je pense pas que en closing, ce soit très pertinent de vouloir coucher le premier soir. Ça arrive rarement. Ça dépend des offres évidemment, mais toi tu es plus expert que moi là-dessus. Mais je pense qu'il faut créer la relation et il faut arriver quand même à garder du temps, en garder sous la pédale pour faire un bon follow-up et être voilà une relation saine, créer une relation saine. Et pour autant, ce qu'on peut voir sur les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs de notre marché, l'objectif c'est d'aller faire du cash le plus rapidement possible. Donc quand tu dis à un entrepreneur, bah là en fait, on va avoir un cycle de vente peut-être de 30, 60, voire 90 jours. Ça inconforte pour la plupart du temps les CEO qui veulent en fait justement que leur closer en tout cas ou que la conversion se fasse sur un délai assez court. Et là du coup j'ai l'impression que ça va un petit peu aux antipodes justement du marketeur bourrin qui veut faire rentrer du cash rapidement. C'est quoi le lien que tu fais entre on fait du marketing, il faut qu'on fasse rentrer du cash, mais derrière on sait qu'il y a aussi un système de follow-up à mettre en place. J'ai un client, un des plus gros du mastermind, qui fait plusieurs millions d'euros par an sur une niche ultra mainstream. Et en fait, il vend très facilement. 15% de taux de remboursement par contre derrière. Quand tu dis vendre très facilement, c'est-à-dire très facilement. Bon, c'est-à-dire il a des taux de conversion qui sont indécents. Euh, il a des taux de conversion qui sont dingues sur webinaire, sur VSL, quel que soit le canal d'acquisition, ils vont hyper facilement. Et du coup, 15% de taux de remboursement, ce qui est énorme dans sa niche. Et bah, en fait, vaut mieux perdre 5% de taux de conversion au départ et pas avoir ce taux de remboursement, parce que déjà, ça lui mobilise moins d'équipe, etc. Donc, le marketing bourrin, très sincèrement, j'en ai fait énormément, tu le sais, mais jusqu'en 2018, c'était très facile. On vendait la promesse. Je te racontais dans mon copywriting ce que tu vivais, ce que tu espérais.
trois éléments de preuve sociale, une foire aux questions plutôt logistiques, plutôt voilà, qui répondait aux reptiliens, et ça vendait. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je crois beaucoup moins à ces stratégies-là. Je pense que maintenant, et c'est là où moi j'ai dû réapprendre mon métier, hein. Sur les 4 dernières années, j'ai clairement réappris mon métier. C'est construction d'une marque, je l'avais jamais fait. Définition du positionnement, travailler le message, là-dessus j'étais plutôt pas trop mal. Et ensuite la distribution, ça c'était vraiment notre point fort. Mais la marque et le positionnement, pour moi c'est essentiel pour la confiance. Les marchés se sont vachement structurés. Il y a beaucoup d'offres dans les métiers de l'accompagnement. Moi, j'accompagne beaucoup de gens qui vont proposer des accompagnements métiers, des experts en media buying, des experts en immobilier, des experts en finance personnelle, etc. En fait, si là, tu n'as pas une marque forte, tu n'as pas un niveau de confiance qui est très haut, tu vendras que dalle, même si tu as des excellents closers. Enfin, ça, en tout cas, c'est une croyance, mais enfin, c'est une théorie, quoi, du moins. Ok, donc ça c'est intéressant. Et donc c'est quoi les, bon, au final, si je peux le résumer comme ça, c'est quoi les secrets d'un bon positionnement sur un marché qui est très éduqué, je vais pas dire saturé, qui est Ouais. très éduqué. En gros, déjà il y a deux types il y a deux types de positionnement, et ça va dépendre du niveau de maturité de l'avatar. Sur un avatar qui démarre, en même temps, je m'adressais à des clients qui veulent faire leur premier investissement immobilier. Je vais déjà dans le message, dans la distribution, je vais leur parler des bénéfices que ça va leur apporter. Donc ça va être dans le message. Si par exemple je m'adresse à des investisseurs qui ont déjà un certain niveau, je vais plutôt leur vendre l'aversion à la perte. C'est-à-dire que grâce à moi, je vais t'éviter de faire ça. Ça va être ce que ils vont comprendre de ce que je fais. Il y en a, ils vont comprendre le rêve, il y en a d'autres qui vont comprendre la perte potentielle de ne pas travailler avec moi. Ça, c'est sur le message. Ensuite, sur le positionnement en tant que tel, moi, je pense que on doit le héros dans l'histoire, c'est le client. On doit définir un ennemi, et nous, on est le héros qui vient on est l'arme qui vient le protéger de son ennemi. Par exemple, si je vends de l'immobilier, peut-être que mon ennemi, ça va être la fiscalité, et mon système va être, mon mécanisme, ma promesse, va l'aider justement à combattre cette fiscalité. Ça, par exemple, c'est une des armes que moi je trouve intéressante de déployer. Avant, je parlais de 2018 tout à l'heure, je l'ai ressenti à ce moment-là, mais il fallait dire, ok, je comprends ce que tu as vécu, je comprends ce que tu as envie, je suis la bonne personne pour t'amener du point A au point B. Ça maintenant, ça suffit pas. Il faut expliquer. En fait, il faut aussi rajouter le concept de l'ennemi. Je trouve que c'est hyper important. Et pour moi, il y a un paramètre également hyper important, c'est le concept de backstory. C'est en gros expliquer pourquoi aujourd'hui je te parle, quel est mon parcours, quelle est mon expérience par rapport à ton problème, comment je l'ai vécu moi aussi, qu'est-ce qui m'a fait faire le pivot, qu'est-ce qui m'a fait débloquer, trouver le secret contre ce fameux ennemi. Et voilà, et aujourd'hui je suis dans la transmission. Donc voilà, c'est vraiment le parcours du héros, appliqué au vendeur, appliqué à la marque, au service du client contre un ennemi. Bon, la backstory, c'est ce qu'on voit un petit peu souvent d'anciens ouvriers à millionnaires. Ouais. Bah, C'est- très souvent, elle est caricaturée comme ça. Tu vois, par exemple, j'ai eu Anthony Bourbon sur mon podcast, et très souvent, on me prend comme exemple Anthony Bourbon au niveau de la backstory. En mode, voilà, aujourd'hui, j'accompagne des gens pour qu'ils puissent investir dans des startups facilement, etc. Mais au final, j'ai été dans la rue, j'ai eu une enfance difficile, etc. Ce qui est très certainement vrai. Je ne remets pas en question ce que dit Anto. Mais en fait, c'est vrai que c'est l'exemple, et c'est à chaque fois qu'il en parle, il met sa backstory, au service de l'histoire. Et donc voilà, donc ça, c'est un petit peu gros maintenant. Voilà. C'est beau, c'est très singé, c'est très mimé en fait, ce genre de truc-là. Il y a beaucoup de gens qui copient ce truc-là. Comment Mais on fait justement parce qu'au final, on pourrait se dire, là, bon, on prend cet exemple-là, mais ça peut se retrouver un petit peu aussi dans les promesses marketing. Comment on fait? Et le problème, c'est que c'est la backstory. Donc là, c'est nous, entre guillemets, c'est un exactement. peu notre. Comment on fait pour pas travestir la backstory, mais tu vois, Éviter de tomber ouais. dans les gros pièges. Bah, par exemple, tu vois, moi j'ai eu le cas parce qu'en fait, j'ai pas eu d'enfance difficile.
J'ai pas manqué de moyens quand j'étais gamin. Mes parents, ils avaient une situation normale. Et en plus de ça, à 15 ans, j'ai été pris en charge par le rugby. Et donc, du coup, j'ai même pas eu à me poser vraiment des questions. Et à l'école, ça marchait plutôt bien. Quand tu démarres comme ça, tu dis, OK, comment je vais pouvoir inspirer les gens qui, eux, ont vécu des trucs hyper durs, qui ont peut-être vécu des sévices ou qui ont eu une vie difficile ou, enfin, des trucs horribles, quoi. Comment tu vas les inspirer, en fait, comment tu vas les trucs. Et en fait, moi, ça a été mon gros dilemme. En fait, je me suis rendu compte que ce qui plaisait chez les gens que j'accompagnais, qui très souvent avaient vécu des trucs que moi je n'avais pas vécu, c'est le côté rébellion, le côté on hack le système. Et donc ma backstory, elle se base que sur le fait de hacker le système. Et donc en fait, tu vois, tu me demandes tout à l'heure de me présenter, je te parle du rugby, je dis voilà, ça a été plutôt facile. Clairement, ça, je faisais ça pour faire plaisir à mes darons. Mon père, c'était un ancien joueur de rugby. Il était très content que je joue dans un club pro en espoir. Voilà, il était très content, très fier, etc. Il le racontait partout, c'était insupportable. Voilà, il était très fier. Ma mère, elle bosse dans l'éducation. Moi, j'étais en école d'ingé, donc c'était parfait. Elle avait jamais rêvé mieux que ça. Voilà, et, truc facile. Et en fait, ben, du jour au lendemain, même si ça allait bien avec mes parents, je leur ai dit, bah, écoutez, je vais prendre ma vie en main. Et moi, ma backstory, c'est ça. Et en fait, je ne parle que de ça. Je pourrais parler d'autres choses, hein. Je pourrais parler le fait d'avoir un gamin tôt, le fait de je ne sais quoi, d'avoir grandi à la campagne, je ne sais quoi. Mais en fait, ça inspire pas. Moi, ce qui va être le plus impactant, c'est le côté rébellion. Et donc, en fait, c'est toujours pareil de trouver le truc qui va inspirer ma cible. Voilà, très Ok, très clairement. clair, très clair. Merci beaucoup pour ce partage. J'aimerais bien qu'on aille un peu sur la partie. Je sais que c'est pas ton taf et que c'est pas ton expertise en tout cas, mais par rapport à toutes les personnes que tu as pu accompagner et encore aujourd'hui dans ton mastermind, t'as de très beaux membres. Donc ton mastermind qui s'appelle Neosis au passage. Donc qu'on peut retrouver sur Internet. Je pense que tu as justement un scope et tu as cette capacité aussi d'avoir une prise de recul sur les éléments. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient de chercher, c'est parce que bah, tu arrives en fait à avoir un dézoom sur ce qui est en train de se jouer qui est assez intéressant. Quels sont Parce que j'entends souvent que le problème c'est la conversion. C'est le closing ou la conversion. C'est quoi les erreurs de closing ou les erreurs que tu peux voir en tout cas dans les équipes de vente de tes clients qui reviennent le plus souvent? Alors moi j'ai un biais parce que forcément le premier truc mon boulot quand j'ai un call en one-one comme ça de conseil, ça va être déjà de poser des questions sur le mobile de l'interrogation. Voilà, pourquoi tu me poses cette question-là? Bon, c'est au moins pour comprendre un peu le contexte. Et ensuite c'est de demander la data. Et donc j'ai envie de te dire, déjà la première erreur que je vois au niveau des systèmes de vente, c'est déjà le manque de data et le manque de suivi, le manque de visibilité et surtout le yo-yo émotionnel qu'il y a dans le truc. C'est que ok, j'ai pas fait deux ventes aujourd'hui, donc du coup je suis plus dans mon scope, etc. Même si j'en ai fait six hier, ok, je ne dézoome pas, etc. Donc c'est déjà le manque de distance. Et moi ce que je remarque aussi souvent, donc en gros le manque de CRM, clairement ça, donc le CRM mal configuré ou alors le bon vieux tableau Excel où en fait on n'arrive pas à suivre ce qui se passe. Donc ça c'est le premier point. La grosse erreur que je vois, et en plus en ce moment, on est quand même dans des temps qui sont plutôt difficiles. C'était compliqué. On voit que les industries de manière générale, enfin l'industrie de l'accompagnement, du digital, c'est de plus en plus compliqué de convertir, c'est de plus en plus compliqué même de faire, d'activer nos leads ou voilà. Et en fait, du coup, on a des charges, on a des besoins et on devient hyper needy, tu vois. On a peur de pas vendre. Et ça se ressent de dingue au téléphone. Tu fais des écoutes, tu te mets sur Ringover, tu dis waouh, en fait, tu sais, c'est le mec relou en boîte, tu sais, qui va coller toutes les nanas. En fait, le closer, c'est ça. Là, à ce moment-là, c'est ok, il faut absolument qu'il fasse sa vente. Et ça, c'est un gros danger parce que on a du mal à activer les gens. Et c'est pas en étant needy, donc je sais pas comment on le dit, enfin en étant On demande quoi? ouais, on demande, ouais, c'est ça, avec en exprimant sa peur de ne pas convertir, qu'on va convertir, quoi. Et donc ça, c'est un truc que je vois hyper souvent. Et d'ailleurs, là, on parle de la vente, mais ça s'applique également au marketing. Les faux signaux. Tu vois, par exemple, voilà, mon Webi n'a pas converti. Voilà, c'est un ovni dans mes statistiques. Il y a une statistique qui pète. Du coup, j'ai un changement hyper structurant. Et donc, du coup, je pète tout mon système qui a été validé depuis des mois parce que justement, je suis needy. J'ai besoin de faire du lead. J'ai mon CPL qui décolle. Du coup, je suis pas bien. Je suis pas à l'aise avec cette data-là. Donc, du coup, je prends des décisions irrationnelles. Et à contrario aussi, je ne fais pas de changements assez radicaux quand il y en a besoin. Ça arrive aussi. Donc, c'est la pondération de ça. Donc voilà, pour moi, c'est la plus grosse erreur, c'est ça. Surtout en ce Ok. moment, je trouve que c'est hyper contextuel. Ok. Est-ce que tu aurais
un avis, justement, qu'est-ce que tu penses des closers, justement, qu'on peut trouver sur le marché? Alors moi j'avais un avis très sévère avec les closers jusqu'à, enfin j'ai un avis, enfin en fait attends, je vais m'expliquer. Il y a eu, il y a eu une tendance sur le marché où il y a eu beaucoup d'offres de formation de closing. Ça me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait c'était le positionnement, c'était en fait on allait chercher euh, que des gens. En fait, en gros, le closing au service du déblocage mindset. C'est-à-dire, tu as des problèmes dans ta vie, tu ne t'en sors pas, tu as du mal à prendre la parole en public, j'ai vu, tu as du mal à t'exprimer, tu es hyper introverti, voire même timide, deviens closer. Bon, D'accord. ça, voilà, le closing comme thérapie, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Et donc, et ça veut pas dire que s'il y a des gens qui ont certains blocages mindset, ils peuvent pas devenir d'excellents closers, je ne présume de rien. Mais en tout cas, que ça soit une offre comme ça, je trouvais ça ultra malhonnête. Et en fait, ça me faisait, tu sais, ça me rendait mal à l'aise même, tu vois. Genre putain, on envoie les mecs au casse-pipe, quoi. Et ça, il y en a eu un paquet. Et donc moi, ce que j'ai détesté, c'est cette période-là où tu avais des gens un peu mal à l'aise, en fait, t'avais pas envie, en fait, t'as envie de leur dire non quand ils viennent démarcher pour closer chez toi, pour justement les libérer. Tu vois, t'as surtout pas envie de les enfermer dans un truc qui est, et donc ça m'a rendu hyper mal à l'aise, et voilà. Donc ça, il y a eu toute cette période-là. Et après, sinon, les closers, bah, il y a deux écoles, hein. Il y a celui qui comprend qu'en fait, un call de vente, c'est un coaching de passage à l'action. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est comme ça que je résume un call de vente. Et il y en a d'autres qui vont faire le mauvais loup de Wall Street et qui du coup vont chercher absolument le viol financier et ça financé pardon et donc ça non je suis pas du tout pour. Mais si quelqu'un si quelqu'un comprend qu'en fait c'est du coaching de passage à la vente, de passage à l'action et donc du coup ça génère la vente, moi ça me va, j'ai aucun problème avec ça. C'est des À, part- closers, enfin à- voilà. à partir de quel moment on bascule du coaching de passage à l'action? Parce que le coaching de passage à l'action, ça implique, c'est pas bisounours. Et moi, de ce que je vois souvent, moi ce qui m'a vraiment le plus trigger, c'était éthique et bienveillant. De base, un commercial et un vendeur, il est éthique et bienveillant, on n'a pas besoin de le dire. Pour autant, il y en a qui vont devenir trop bisounours et ne pas s'autoriser par exemple, challenger, confronter, etc. Quelle est la limite ou la ligne entre je coach pour passer à l'action et là, du coup, je suis en train d'être trop pushy, par exemple, selon Bah, toi? en fait, cette notion de bienveillance, alors cette notion de bienveillance, comme tu l'as dit, c'est bisounours. Il y a tous les coachs QQ qui ont utilisé ce mot-là sur YouTube et ça a perverti ce mot. Mais la bienveillance, au départ, c'est en fait, coaching de passage à l'action, c'est ne pas chercher à faire la vente à tout prix pour la vente, mais chercher à faire monter en conscience le mec, l'interlocuteur, le prospect, sur le fait que ce produit-là va réellement résoudre le problème. Et si on fait ça, bah, c'est complètement bienveillant. Euh, voilà. Par contre, ça nécessite d'avoir un produit qui est cool. Par exemple, je pense que, et ça pour le coup, c'est un truc sur lequel je n'ai aucun levier et je n'en parle pas dans mes accompagnements. La qualité du produit, elle est quand même hyper importante. Et on ne remplacera jamais un bon produit. Bien sûr. Un mauvais produit ne remplacera pas un bon produit. Ça, c'est évident. Donc, si on est sûr de la promesse, sûr que cette personne-là peut être aidée par cette promesse-là, ben, il faut qu'on mette les moyens en face. Et c'est même le devoir même le devoir de l'équipe marketing, de l'équipe fondatrice et de l'équipe de vente, quoi, de mettre le maximum là-dessus. Après, moi, je crois plus trop. Surtout sur un marché structuré où en fait tu trouves si tu dis non le lundi tu trouves la promesse équivalente le mardi, donc les mauvais comptes à rebours, les mauvaises scarcity, les mauvais trucs comme ça, moi j'y crois plus. Non pas parce que ça serait malveillant ou pas éthique ou je ne sais quoi, mais juste parce qu'en fait le marché il a compris de base, très froidement. Je dis pas oui, c'est pas bien, le karma, je sais pas, oui peut-être, mais là juste un truc, le marché il a compris. Les comptes à rebours qui reviennent voilà, qui se rechargent tous les jours, on l'a compris le truc. Comment tu fais la différence? Donc, ce qui revient souvent, c'est la bataille entre les leads sont pas quali ou bah, c'est mes closers qui sont des chèvres. Comment tu fais la différence entre justement c'est soit le lead qui est pas quali ou c'est ton closer qui est une chèvre? Ouais. Bah alors justement, moi, c'est confrontation du marketing En fait, et ça, c'est une des erreurs justement que je vois chez mes clients. C'est qu'il y a le pôle marketing. Si tu veux, le lundi, très souvent, tu as une réunion marketing à 9 heures et ensuite à 10 heures, tu as la réunion des ventes. Non, non.
Il y a au moins un overlap d'une demi-heure où en fait les gens discutent. Parce que le closer va être le meilleur capteur pour nourrir le marketing. Et le marketing va pouvoir également donner brainstormer en fait avec le closing. Et donc déjà pour moi c'est la même équipe. C'est une équipe acquisition. Acquisition conversion, c'est la même team. Alors ils ont des spécificités différentes, ils ont des techniques différentes, des leviers différents, mais c'est la même équipe. Donc déjà il faut que ça coïncide. Et moi ce que je demande vraiment à mes équipes de vente, c'est pour me glisser dans HubSpot le lead dans la colonne non qualifiée. Quand ils le font, il y a un formulaire qui pop et il y a des questions qui sont définies selon l'offre sur OK, qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas qualifié. Et donc en fait donc en fait c'est plus chiant de répondre c'est plus chiant de répondre à ces questions-là que réellement refaire un call et augmenter le niveau de conscience du prospect, quoi. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Donc ça, c'était un point qui a été popularisé par The Sales Acceleration Formula. C'est le mec qui a créé HubSpot et le mec, c'est un dingue Ok. de la processisation et euh, un bleu dans le profil disque, un bleu de ouf. Et en fait, le mec s'entendait très mal avec les commerciaux parce qu'un commercial de base, il va te dire, lui, je le sens bien, lui, je pense que ça va closer. Et tu sais, le commercial, il est beaucoup plus dans un émotionnel de closing que dans de la factualisation. Et ce mec-là, en fait, a tout factualisé. C'est-à-dire, quand tu dis que tu le sens bien, c'est qu'est-ce qui te fait dire ça? Et donc, du coup, elle est vraiment processisée. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu as mis en place, la pop-up qui vient s'afficher en mode pourquoi tu le mets dans cette catégorie-là. Est-ce que tu peux partager quelles sont les questions que tu poses à tes sales justement pour valider ou non que le lead n'est pas quali? Ouais. Alors en fait, le truc de base qu'on met d'office et ensuite après, selon l'offre, on peut spécifier, c'est déjà de dire, poser la question franche. Et du coup, ça peut être réécouté, ça peut être fact-checké par le manager. C'est déjà, est-ce que l'offre correspond, est-ce que les caractéristiques de l'offre correspondent à tes attentes, à tes besoins. De poser clairement la question. Il nous faut un oui, il nous faut un non. Si on a un non, à ce moment-là, on a le droit de décaler directement dans la colonne non qualifiée. Et ensuite, il y a une deuxième question, c'est sur le timing. Est-ce que cette offre-là est-ce que tu pourrais adhérer à cette offre-là, donc du coup passer à l'action, acheter, sous un délai de maximum 30 jours? Est-ce que cette période-là, alors je sais plus exactement comment les poser, mais c'est en gros, est-ce que tu vas acheter dans les 30 jours? Et ça, c'est les donc voilà. Et donc en gros, c'est le quoi et le quand. D'accord. C'est les deux questions minimales que l'on pose pour décaler. Et ensuite, après, il peut y avoir d'autres, une explication, une note, par exemple, pas qualifiée car trop lead pas assez avancé dans son business ou peu importe, ce genre de choses-là. Mais ça va vraiment dépendre de l'offre, quoi. Ok, Mais le quoi et le quand déjà. Est-ce que ça colle et est-ce que tu es prêt à passer à l'action dans un délai défini? intéressant. Bon, déjà, merci beaucoup pour tous les partages. C'est riche de valeur et je te remercie pour tout ça. Bah, avec plaisir. Il y a un point que j'aurais bien aimé qu'on aborde ensemble, c'est donc tu as cette capacité d'implémentation qui est quand même assez. On sent le rugbyman, on sent le mec qui va aller percer les lignes. Je sais pas comment le prendre. C'est en bien, en bien. Bon, d'accord. Co- Comment on fait pour faire un. Ce serait quoi la secret sauce de Gérald pour faire un go-to-market, allez, je veux dire, violent et impactant pour aller vraiment se confronter au marché le plus rapidement possible? Surtout peut-être, tu vois, pour des gens qui sont dans un mode un peu trop affect, justement. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour va directement faire un go-to-market le plus efficace et impactant possible? Ouais. Alors, moi, il y a une technique que j'utilise, enfin, que je recommande aux gens de l'incubateur. C'est la technique d'avancer en spirale. Et en fait, pour avancer dans la spirale, donc en fait, on démarre au centre de la spirale. Et ensuite, on continue à avancer. Mais du coup, c'est par cercle excentrique et par étape de validation. Et on va aller de l'action où la certitude est la plus évidente. Et au départ, pour commencer à créer son offre et du coup commencer à avancer dans la spirale, le truc que je fais, c'est l'interview du premier cercle. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une trame, je pourrais te la communiquer, si tu veux la mettre dans les notes. J'ai une trame qui permet en fait d'aller contacter son premier cercle. Donc le premier cercle, c'est les gens qui nous connaissent et les gens qui savent ce que l'on fait, voilà, qui ont au moins une idée de notre CV, de notre parcours, de nos compétences, et d'aller en fait leur demander de co-construire. Parce que moi, je crois beaucoup à la recommandation. Moi, quasiment tous mes business, je les développe sur WhatsApp, hein, qu'on soit clair. L'incubateur, j'ai développé grâce à l'affiliation sur WhatsApp. Le mastermind, c'est un business WhatsApp. Il y a des leads qui rentrent, mais bon, le gros de la promo, plus de 80%, c'est des gens que j'avais dans mon WhatsApp. Et donc, je crois beaucoup à ça.
Donc en fait, c'est aller donc du coup chercher son premier cercle pour déjà aider à co-construire l'offre, les impliquer et en faire des prescripteurs. Déjà, ça c'est le premier point. Au lieu de démarrer tout seul et de mettre du temps, déjà je vais prendre un engagement social à aller communiquer avec mes proches en disant voilà, je suis en train de construire ça. Il faut définir le ça évidemment, mais ça je veux dire c'est sur une page A4, on le fait, il y a plein de méthodes pour définir une offre, ça c'est pas compliqué. Il suffit de taper dans YouTube construire une offre et on trouve un truc. Mais du coup pour le distribuer, c'est aller du coup prendre un engagement social en discutant avec son premier cercle, leur demander éventuellement des contacts, de nous recommander. Et là, à ce moment-là, je ne cherche pas à vendre. Je cherche juste à valider ce que je suis en train de faire et prendre un engagement social. L'engagement social, ça nous met une pression. Je ne vais pas pouvoir contacter mon premier cercle toutes les semaines en disant que je lance un nouveau business. On est d'accord, ça serait complètement absurde. Et donc, du coup, ça met un coup de pied au cul et puis ça m'engage publiquement. Et ensuite, les prescripteurs vont amener très souvent du client. Et deuxième phase, c'est ne pas hésiter à bosser gratuitement ou quasi gratuitement en échange de preuves sociales. On a vraiment besoin, surtout quand on se lance, on a vraiment besoin de preuves sociales. Ok. Donc voilà, le go-to-market, ouais, évidemment, c'est faire un produit rapidement. Il y en a qui sont à l'aise avec le fait de vendre sans construire le produit. Moi, je suis plutôt comme ça, et le construire après. C'est-à-dire, je te le vends et je te dis que je te livre dans 15 jours et ça me laisse 15 jours pour te le faire. Voilà, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a des gens que ça va bloquer. Donc moi, là-dessus, je ne force personne. Les gens, je veux vraiment qu'ils forcent sur l'enquête l'enquête du premier cercle Comment on en trouve recherche des, de prescription. comment on trouve des bons prescripteurs quand on a peut-être, comment dire, une position qui est, je veux dire comme je l'entends, mais une Hmm. position qui peut être inférieure en fait au prescripteur qu'on va aller chercher. Par exemple, je me dis, je suis coach, je viens de me lancer, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, j'ai pas beaucoup de réseaux, et du coup, Mhm. j'aimerais bien avoir un prescripteur que j'ai identifié, mais le mec, par exemple, il a un business qui marche bien, etc. Comment on fait pour aller chercher des prescripteurs qui peuvent être, tu vois, en dehors un petit peu de notre, peut-être de notre scope? Ok, admettons, je monte un business de freelance où je vais faire des sites internet. Par exemple, ça te va comme truc? Et je Ouais, vais par essayer de exemple, commercer oui. ça. Ok, je connais personne, je sors juste de l'école, etc. Je suis inscrit, parce on s'est connus par l'intermédiaire de Rémi, qu'on salue, peut-être qu'il regardera cet épisode, donc Sûrement. qui fait du CrossFit à Bordeaux. Et donc, admettons, je suis inscrit dans une salle de CrossFit. Par exemple, je vais aller voir le gérant de la salle de CrossFit déjà, ça c'est mon premier cercle. Je vais lui demander ses recommandations. Je vais aller voir mon patron, mon ex-patron, le patron de ma meuf. Je vais aller voir les potes de mes parents. Enfin, je veux dire, le premier cercle, on peut vraiment. En fait, c'est pas ce qui manque. Et des événements, en plus, maintenant, il y en a partout. Il y en a partout. Et l'idée, c'est pas de suite d'aller. Si, admettons, je vais dans un événement, je connais personne. L'idée va pas être forcément de suite de demander de la recommandation, mais par contre de commencer à créer la relation et du coup de building public. Et en fait, quand tu demandes un avis sincère, mais de co-construction, pas juste un feedback, quand tu demandes vraiment à des gens de donner un avis, il y a un sentiment d'ego chez ces gens-là enfin voilà, l'ego est stimulé. Et pour le coup, c'est le bon ego parce qu'il est au service du projet. Et donc, c'est pour ça que je dis bien de la co-construction, hein. C'est pas l'enquête Comment tu fais, de. comment tu fais la différence entre un avis de co-construction et pas juste un feedback? En fait, l'avis de co-construction, ça va être beaucoup plus opérationnel. C'est-à-dire, voilà, j'ai cette idée-là, tu es plus avancé que moi, toi, t'aurais fait quoi? Ça, c'est pas un feedback. Le feedback, c'est j'ai mis ça en place, qu'est-ce que t'en penses? C'est beaucoup Intéressant. plus opérationnel la co-construction. C'est subtil, mais par contre, ça a vraiment il y a vraiment un levier qui est différent. C'est pas du tout, ça actionne pas du tout la même chose. La co-construction, c'est très opérationnel. Et en fait, quand tu fais ça, forcément, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur la suite. Je te donne un conseil maintenant. Ah, mais c'est vrai, enfin, je t'avais aidé à faire ça en place. T'en es où? Comment je peux t'aider, etc. Parce qu'en fait, je suis hyper flatté que tu m'aies demandé de co-construire ce truc-là. Donc voilà comment on l'active assez simplement. Et en fait, très souvent, ça peut être un obstacle, mais tu trouves très facilement une quarantaine de personnes à contacter très facilement. Dans l'incubateur, là, on a fait 6400 membres, comme tu le disais tout à l'heure. Le premier cercle, au départ, ça semble impossible, hein. J'ai pas de réseau, je bosse, je suis agent de sécurité, jamais je vais trouver des gens pertinents pour monter un business parce qu'en fait j'ai que je bosse de nuit, je sais pas quoi, j'ai pas de réseau, machin, etc. Mais enfin, tu fais du sport, t'as été scolarisé, t'as des darons, ils ont des potes, voilà, enfin, en gros, c'est très rare qu'on ne puisse actionner personne. Et en plus, déjà rien que le fait de venir dans des groupes d'entrepreneurs.
que ce soit des groupes payants comme l'incubateur ou que ce soit des groupes gratuits comme, je sais pas, à Bordeaux, il y a le Poney Club. Bah, en fait, tu rencontres des gens et Avec Hugo, ouais. tu vas forcément, voilà, il y a Hugo qui organise des trucs gratos, bah, tu vas, au pire, ça te coûte 8 balles pour boire une bière et puis tu rencontres 50 personnes qui ont des business hyper avancés. Est-ce que les gens se réfugient pas un peu trop derrière leurs excuses pour justement justifier un non-passage à l'action? Les gens, oui, mais j'ai envie de dire, on le fait tous. Je J'ai pas envie de stigmatiser les gens, on le fait tous, quel que soit les niveaux d'avancée du business. On a tous tendance à soit se cacher, soit à faire de la branlette intellectuelle. On va pas se mentir. C'est très souvent ça. J'aimerais bien terminer sur ta vision et sur le changement, en tout cas que moi j'ai senti. Donc, je t'ai beaucoup présenté comme bulldozer, mais je ressens beaucoup plus, un peu plus de, de douceur, on va dire tu vois, de soft dans ta manière d'aborder les choses. Alors peut-être que je te connais pas encore, je te connaissais pas encore assez fort, mais j'ai l'impression que tu as vraiment pris une posture différente, que ce soit dans ta vision et dans ta manière de faire les choses. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce qui a changé dans ton identité, pourquoi, comment et les plus gros changements que tu as aujourd'hui? Ouais, bah, c'est intéressant, on en parle souvent tous les deux, ça. Mais je l'ai pas vraiment théorisé, parce que déjà, je pense que c'est toujours en cours, ce shift. Euh, En fait, réellement, j'ai fait un exo une fois. Ça s'appelle la vision vivide. Je sais pas, mais si on l'a fait ensemble, en plus on en a fait Oui, ensemble. qui était très Ouais, inconfortable comme exercice. ouais, très inconfortable. Ben, moi, en fait, ce truc-là, il m'a justement au départ, j'ai dit ouais, encore un truc de perché là. Surtout en fait, voilà, profil, tu dis rugby, école d'ingé, développeur web. Genre, on peut pas faire plus cartésien, tu vois. Et en fait, je dis bon, ce truc-là. Et en fait, justement, cet exercice-là, il est très cartésien. C'est le principe de dire voilà, t'es sur ton lit de mort. Du coup, ben, tu fais un peu le bilan de ce qui s'est passé dans ta vie et les steps que tu as atteints. Et donc, il y a 6 branches, je les connais pas par cœur, mais en gros, c'est la carrière, la famille, les relations, l'argent, les lieux de vie. Enfin voilà, en gros, c'est une mind map comme ça. Et tu notes en fait ce que tu as fait. Et donc, je note un truc. Alors, déjà, tu commences par noter l'âge de ta mort en plein milieu de la mind map. Donc ça, c'est un peu perché. Et tu sais que le lendemain, il n'y a plus rien. Parce que là, c'est le dernier jour, c'est tes derniers instants. Et donc tu notes ce que tu as envie d'avoir réalisé dans ta vie. Tu vois. Moi, j'avais du mal à me projeter à 30 ans, à 5 ans ou même à 6 mois. Tu vois. Donc là, je me suis dit, bon, devant voilà, aux portes de l'après, tu vois. Et en fait, ce truc-là, ça m'a trop aidé. Et j'ai écrit, ça a été... Enfin, j'ai eu 5 minutes où j'arrivais pas, et ensuite après, ça allait hyper vite. Et en regardant la feuille, je me suis dit, ok, il y a absolument rien que je mets en place maintenant qui peut m'aider à atteindre ce que j'ai envie de faire. Donc c'est aussi con que ça. C'est juste me dire, voilà, t'as envie de faire quoi? Et qu'est-ce que tu fais? Ok, il n'y a aucun rapport. Il faut un changement radical là dans ce que tu fais. Et donc voilà, mais ça passe par plein de choses. Je mettais l'âge de la mort et en fait je regardais mon style de vie, les excès que je faisais, à faire la fête être tout le temps, voilà. J'ai dit ok, donc là c'est mort. Je pourrais même pas faire les 2 tiers de l'âge je me suis accordé, enfin l'échéance quoi. Et donc j'ai dit ok, donc déjà ça va pas. Ensuite, je me suis dit, ensuite au niveau du business, je faisais un business qui était que un business de cash. Alors ça, par contre, ça allait hyper bien, hein. Du coup, je voulais avoir des proches autour de moi que je pouvais conseiller, des gens qui me faisaient assez confiance pour leur donner des conseils pertinents dans leur business, que je pouvais accompagner. Un peu le maître Yoda, tu vois, qui vient te donner 2, 3 punchlines et qui en fait c'est des punchlines ultra structurantes. Je dis ok, à aucun moment en vendant des gamelles pour chat ça va arriver, tu vois. Un dompteur de Maine Coon va peut-être venir me voir, mais c'est doux, tu vois. Et donc en fait, c'était absurde de voir ce que je mettais en place par rapport à ce que j'avais envie, quoi. Et donc ça s'est fait assez naturellement. Après, je suis toujours aussi bourrin dans l'exécution. J'ai toujours mon franc-parler. Je priorise le fait d'être détaché par les choses que je mets en place. Parce qu'en fait, je suis amoureux de ce que j'ai envie d'atteindre et pas amoureux de ce que je fais maintenant, quoi. C'est qu'un moyen. Là, aujourd'hui, je déploie du temps, je passe du temps avec mes clients pour les accompagner. Demain, mon but, là j'ai 33 ans, j'aimerais le mettre en place avant mes 40. J'aimerais développer un fonds pour pouvoir déployer du capital chez mes clients. Parce que là, aujourd'hui, je suis limité par mon temps. J'accompagne mes clients 30 par 30 par cohorte de 6 mois. Donc, c'est très peu de personnes, hein. En gros, vu que j'ai des renouvellements, ça fait 50 personnes par an. C'est pas assez pour moi. Comment je pourrais mieux accompagner les gens plus tard si en les aidant financièrement, à également trouver d'autres consultants, déployer des équipes, pour pouvoir scaler leurs ads, déployer leur marketing, travailler sur le produit, etc. Ça se fera par du capital.
Et donc ça, c'est la suite. Et ça, je continuerai à accompagner des gens, mais ça sera pas à travers des calls sur Zoom, quoi. Trop bien, merci beaucoup pour tout ton partage. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil en maître Yoda justement que tu aimerais partager pour terminer ce podcast? Euh, non, bah déjà, merci beaucoup de m'avoir accueilli, ça me fait super plaisir et félicitations pour le lancement du podcast. Merci. Moi, le podcast, en termes de premier cercle, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Bah, tu vois, je vais prendre ça comme exemple. Le podcast. Pour rencontrer des gens, le podcast, c'est la meilleure chose qui puisse, voilà, qui a été qui a été inventée. Interviewer des gens, demander à quelqu'un de venir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, parler de lui, qui refusent, enfin très peu de gens. Et donc, et moi j'ai un podcast qui tourne plutôt bien, et j'ai rencontré des gens mais de dingue, autant dans le milieu entrepreneurial que dans le milieu politique ou sociétal, etc. Alors que j'ai démarré de zéro. Et donc c'est hyper facile à faire. Euh, un podcast d'une heure, ça prend une heure ça prend une heure à tourner, tu vois. C'est très simple. Alors qu'une vidéo YouTube de un quart d'heure, souvent on peut y passer la journée à la capter. Donc là, ça c'est voilà, c'est fluide, c'est une conversation. Euh, on accepte l'imperfection dans un podcast. Et donc, pour aller activer son premier cercle, ben, ça peut être intéressant de développer un podcast parce que c'est une super occasion de rencontrer des gens. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup encore pour le temps que tu m'as accordé, Gérald. Merci à Ça a toi. été un vrai plaisir. Merci pour les pépites. Et puis, bah, je te souhaite tout le meilleur. Et puis, allez voir Neosis pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Neosis.co, Ouais. accélérateur de croissance. Et je te souhaite tout le meilleur, Gérald. Ben, merci pareillement. Et puis, longue vie pour ton podcast alors. Merci beaucoup. À plus tard. Ciao, ciao.